Je demande à Catherine Touchefeu de venir présenter ces dossiers. La parole à la rapporteure. Le temps de trouver le dossier. Voilà, bonjour. Donc, cette première délibération concerne le PCC Rezé. Donc, c'est une délibération que je vous propose pour la création d'un nouvel EPCC, donc établissement public de coopération culturelle. Donc, c'est une démarche qui a été initiée par la ville de Rezé, qui a souhaité regrouper 3 structures qui ont une intervention différente mais complémentaire. Et la ville souhaite ainsi conforter et développer un pôle musical autour de l'axe de la voix. Donc il s'agit de l'Arc, qui est une scène conventionnée, de l'ARIA, Académie de recherche et d'interprétation ancienne, et de la Baracasson comme scène de musiques actuelles. Alors, outre la ville, bien évidemment, le département, puisque je vous propose cette délibération aujourd'hui, la région est partie prenante de cette démarche et l'État, qui ne souhaite plus être membre de ce genre de structure, soutient et regarde cette démarche avec attention et la soutient. Donc, notre engagement financier dans cette PCC sera à la hauteur de notre participation à l'ARC et pourra être complété par des subventions annuelles se basant sur les subventions que nous donnions à la Baracasson et à l'ARIA. Je crois que c'était un projet qui rentre en résonance avec les orientations autour de cet axe de la voie et c'est pourquoi je vous demande aujourd'hui d'approuver le projet ainsi que le projet des statuts et de me désigner comme membre de cette EPCC avec comme suppléante Myriam Bijard. Merci. Je n'ai pas de... Ah, pardon. Merci. La parole à Rodolphe Amaillan. Merci, Président. Pardon, j'ai été déconcentré par mon collègue du dessous, Monsieur Bigot, qui considère que ça n'a pas commencé encore. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes bien évidemment pour un rayonnement culturel, patrimonial, touristique de notre collectivité, de la Loire-Atlantique. Pour preuve, le voyage à Nantes, financé en très grande partie par les impôts des métropolitains, commence à s'étendre, et notamment dans le vignoble, dont il a choisi comme première destination en dehors des frontières métropolitaines, et dont je me félicite. Néanmoins, sur ce rapport, et au regard des finances de plus en plus contraintes, je me pose la question, est-il opportun de contribuer à la même hauteur que la région pour ce projet artistique, soit 37 000 € et 12 000 € de subventions annuelles maximales supplémentaires, si j'ai bien compris. Rezé est un territoire métropolitain. Dès sa création, cet établissement public de coopération culturelle aurait plus vocation à être subventionné, me semble-t-il, par la métropole que par le département. Cela nous semblerait donc plus judicieux, plus responsable au regard des finances départementales, compte tenu de nos compétences obligatoires. On va aller financer là où l'État, lui, se désengage. Je ne souhaite pas marginaliser les projets culturels, mais je me permets de vous alerter sur le manque de cohérence de ce subventionnement départemental dans un tel contexte qui constitue, comme le disait Yannick Horry ce matin, à nouveau un financement croisé, très peu lisible pour nos concitoyens. Doutant de l'intérêt pour le département d'adhérer et de subventionner cette EPCC, nous nous abstiendrons sur cette délibération, Monsieur le Président. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Samuel Landier, pardon. Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, cet établissement rosien de coopération culturelle a tout intérêt, puisque la culture, on le sait bien, a un impact à la fois sur le social, la cohésion sociale et l'éducation. Thème qu'on a évoqué de façon un peu transversale ce matin. Et moi, je trouve au contraire tout à fait logique que le département s'engage dans cette EPCC, pour autant que
sa subvention et son engagement ne va pas au-delà des engagements précédents. Donc il n'y a pas de prise de risque supplémentaire par rapport au passé. Et c'est plutôt être à l'écoute d'un territoire que de suivre ce souhait de mutualisation. Merci. La parole à la rapporteure. Oui, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une situation où c'est au contraire de la bonne gestion qui est proposée avec la mutualisation d'un certain nombre d'outils et la possibilité de travailler en cohérence. Alors après, l'engagement du département et de l'engagement qui correspond à la fois à l'engagement que nous avions auparavant, donc on est dans la continuité de l'intervention, avec une précision, c'est-à-dire que la base de notre intervention, le seuil minimum de notre intervention est à la hauteur de ce que nous donnions à l'ARC, et qu'on se donne la possibilité d'avoir au projet un certain nombre de subventions complémentaires qui n'iront pas au-delà de ce que nous donnions jusqu'à présent sur cette politique. Je signale d'ailleurs que la région a la même démarche, puisqu'ils ont une intervention à hauteur de 40 000 euros, et qu'ils se donnent aussi la possibilité d'intervenir sur la base de projet. Je crois qu'ainsi, le PCC, justement, nous permet de travailler ensemble sur ces questions-là et de faire rentrer en résonance les différentes politiques et les différents objectifs des politiques régionales, des politiques départementales et des politiques, bien sûr, de la ville, et de faire en sorte, justement, qu'on soit plus efficace avec l'argent que nous donnons. Alors, je préciserai également que sur l'État envisage donc de participer financièrement à cette PCC. Donc, on n'est pas sur le retrait de l'État en termes financiers, on est sur son retrait en termes de présence physique dans la structure EPCC. Signé des représentants. Comme titulaire et Myriam Bijard comme suppléante. Voilà donc l'objet de la délibération. Je vous propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats, 32 pour, 27 abstentions. Alors, Madame Brière et Monsieur Bernard, merci. Pardon? Oui. Pour Monsieur Gauthier? Donc, je considère... Alors, on peut revenir. Donc... 32 pour et 30 abstentions. Nous sommes bien d'accord? Merci. Dossier suivant. La parole à la rapporteure. Oui, alors il s'agit d'une délibération technique concernant la démarche Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Alors, quelques mots d'abord pour rappeler cette démarche, parce que la question se pose toujours. Oui, pourquoi nous faisons cela et pourquoi nous choisissons d'aller sur ces sujets? Donc, il s'agit d'une politique de mise en valeur de notre patrimoine départemental par le regroupement de nos structures, le musée d'Aubrey, les châteaux de Châteaubriand et de Clisson, la Garenne-les-Maux, le laboratoire Arcantique. Un regroupement qui nous permet d'être présents sur l'ensemble de la chaîne archéologique, de la fouille au musée et à la mise en tourisme. Et donc, je ne vous rappelle pas tout le projet, nous avons eu souvent l'occasion d'en discuter, mais nous avions pris la décision de se structurer sous la forme d'une régie autonome qui est mise en place depuis janvier 2015. L'idée, c'est bien sûr que notre implication et nos investissements qui sont importants dans ce domaine servent véritablement à la dynamique du territoire et à ses habitants.
Alors la délibération qui vous est proposée aujourd'hui apporte des précisions autour du contour de ce budget annexe. Alors, pas de dépenses nouvelles, mais un transfert afin d'avoir une meilleure lisibilité du budget de la régie. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'identifier plus précisément des dépenses qui sont assurées par le budget général et donc qui vont figurer au budget de Grand Patrimoine. Donc, ce qui est en plus sur Grand Patrimoine est en moins sur le budget général. Nous sommes également en mesure de faire une prévision de recettes en augmentation sur la base du compte administratif 2014. On a une billetterie plus importante sur nos sites. Et ça, c'est vraiment la traduction de la dynamique qui a été enclenchée par Grand Patrimoine, 160 000 visiteurs en 2014. Et aussi une prévision de recettes plus importante pour Arcantic, pour lesquelles nous avions été prudents au moment de l'établissement du budget, puisqu'on n'avait pas encore non plus toutes les données. Donc le tableau joint à la délibération précise ces différents mouvements pour une opération qui est globalement bénéficiaire pour le département. Merci. La parole à Jean-Luc Beignet. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors donc vous avez rappelé tout à l'heure que cette régie datait de peu, 2015, et une question technique, comment se fait-il que c'est que maintenant qu'on se pose la question d'attribuer tel ou tel coût à l'imputer au budget général ou à la régie. Donc la question qui est clairement posée, pourquoi n'avons-nous pas pris en compte directement et dès au début cette notion? Deuxième chose, j'avais posé la question lors de la dernière CP, commission permanente, Monsieur le Président, sur les critères d'attribution de subventions. Et il m'avait dit que c'était pas le lieu, donc je profite de cette session pour réitérer ma demande et demander quels sont les critères objectifs d'attribution des subventions. Madame la vice-présidente, c'est avec aussi beaucoup d'intérêt et plaisir. Vous avez accepté une rencontre très prochainement pour soulever un dossier sur l'association Transmission, une association qui a un projet qui remonte à un nouveau spectacle, juste pour dire qu'effectivement ce n'est pas seulement de la culture dont il s'agit, parce que cette association aussi fait intervenir des associations intermédiaires à l'emploi, fait aussi intervenir des travaux d'intérêt généraux, et avec grand intérêt, vous imaginez bien que j'attends cette rencontre de lundi prochain pour pouvoir évoquer cette problématique de subvention, parce que je rappelle à l'Assemblée qu'en 2005, lors de la création du précédent spectacle, il avait été attribué une subvention de 10 000 euros et que cette fois-ci, vous envisagez une subvention uniquement de 4 000 euros à la création. Donc voilà, c'est un dossier sur lequel, effectivement, toute mon attention, et j'associe Anne-Marie Cordier, ma binôme, sur le sujet, et avec grand intérêt, nous aurons à débattre. Merci. La parole à la rapporteure. Bien, alors, sur la première partie de cette intervention, je rappellerai la démarche que nous avons suivie pour arriver à cette régie autonome, c'est-à-dire que nous avons travaillé pas à pas pour construire quelque chose qui soit viable. Donc d'abord par un premier regroupement de l'action des services, puis par cette régie qui permettait d'intégrer justement les activités d'Arcantic. Et donc au moment où nous avons fait ce travail-là, il fallait démarrer la régie autonome, mais tous les budgets et le compte administratif ne permettaient pas d'avoir absolument toutes les données. Donc nous savons que nous avons une démarche de pragmatisme par rapport à ces questions-là. Des budgets qui sont pris en charge par le budget général du département, on préfère pour avoir une meilleure lisibilité des comparaisons qui pourront être faites dans l'avenir, on préfère donner la lisibilité de ces actions. Maintenant, ce sont des actions qui sont des fois qui demandent une comptabilité analytique et qui demandent des précisions au fur et à mesure. Donc c'est vraiment dans un souci de transparence de la démarche
est mise en place que nous prenons cette délibération. Alors après, c'est un vaste débat, la question du critère de subvention. Alors on va pas peut-être passer l'Assemblée à discuter de la subvention de tel ou tel organisme. Je suis satisfaite d'entendre qu'on trouve qu'il faudrait donner aussi de l'argent des fois à des initiatives culturelles, donc c'est déjà quelque chose de positif. Après, comment nous travaillons ? Si vous voulez que je vous sorte un tableau en vous disant il y a un critère objectif, c'est ça et ça n'existe pas. Ce qui existe, mais non. On n'est pas dans la délivrance d'une allocation qui viendrait pour telle ou telle chose. On est dans des appréciations des dynamiques de territoire et on est sur différentes politiques culturelles. Si nous sommes sur une aide à la diffusion, nous n'avons pas les mêmes critères que sur une aide à la création. Si nous sommes sur une aide à une compagnie, nous n'avons pas la même chose que quand on discute du plan, par exemple, qui a été voté par l'Assemblée sur les aides aux pratiques amateurs. Donc, nous avons de très nombreux critères qui sont justement travaillés le plus collectivement possible. Je vous rappelle, par exemple, que notre département a choisi d'avoir des comités conseils sur les différentes politiques. Des comités conseils qui travaillent hors de la présence des élus et qui permettent de faire une appréciation à partir de différents regards. Parce qu'il ne s'agit pas, dans la culture, où c'est particulièrement sensible, il ne s'agit pas d'avoir simplement une subvention à quelque chose qu'on aime bien. La tentation peut être grande de se dire « Ah ça, j'aime bien cette thématique, j'y vais ». Or, nous, on essaie d'être garant justement de la diversité des esthétiques, de la diversité des propositions et de ce que les choses peuvent induire sur un territoire ou non. Et donc, c'est le croisement de toutes ces appréciations qui permet de déterminer les subventions. Et pour cela... D'ailleurs, la question s'est posée un petit peu au moment de la commission organique que nous avons eue et nous allons expliquer justement, et on a prévu de donner à voir la multiplicité de ces critères et de ces démarches en fonction des thématiques. Je propose de mettre aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats, unanimité, merci. Dossier suivant. Alors, il s'agit cette fois-ci d'une dissolution. Dissolution d'un EPCC, l'EPCC Onyx, qui est créé par la ville de Saint-Herblain, et qui a été créé par la ville de Saint-Herblain et par l'État, et auquel qu'a rejoint le département. Bon, le retrait annoncé par l'État, donc je vous le disais tout à l'heure, qui aujourd'hui explique qu'il ne désire plus faire partie de ces structures, amène à se poser la question de l'opportunité de ce statut, où nous restons donc avec la ville de Saint-Herblain et nous-mêmes. Et aujourd'hui, la ville de Saint-Herblain propose une gestion en régie municipale. Alors, la fin de l'EPCC ne remet évidemment pas en cause les coopérations qui peuvent exister entre le département et Onyx, avec qui, je dois dire, nous développons des partenariats qui sont intéressants, notamment autour de la danse. Mais la délibération vous propose donc de prendre acte de la situation, de demander la dissolution à compter du 31 décembre 2015 et de prendre acte de la reprise prévue par la ville de Saint-Herblain de l'ensemble des activités de l'établissement et des moyens matériels et humains à partir du 1er janvier 2016. Nadine Hioux. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'État annonce son retrait de l'établissement public
de coopération culturelle Onyx La Carrière. Nous pouvons lire que cela ne remettra pas en cause les partenariats futurs entre Onyx et le département en matière de spectacle vivant. Mais pourriez-vous nous expliquer ce qui pousse l'État à se désengager? Donc sur ce dossier, il s'agit de dissoudre un EPCC pour le réintégrer en régie municipale à Saint-Herblain, ce qui va dans le sens des propos de Rodolphe Amaillan sur la nécessaire clarification des interventions. Nous sommes donc favorables à cette dissolution. Néanmoins, nous ne souhaitons pas qu'à terme, le département soit amené à compenser le retrait de l'État. Nous serons donc extrêmement vigilants sur ce point. Nous voterons donc ce dossier avec cette réserve et cette vigilance pour l'avenir. Je vous remercie. La parole à Hervé Courrouge. Merci, Monsieur le Président. Juste pour aller dans le sens de Madame la Vice-Présidente, le souhait de l'État est effectivement de ne plus être partenaire de ces EPCC. Ça ne nous dérange pas, entre guillemets. Sur le PCC Onyx La Carrière, nous sommes de toute manière partenaires auprès de la ville de Saint-Herblain. Nous continuerons à l'être, bien évidemment, et cela, en tous les cas, ne remet pas en cause la qualité de cet établissement quant à sa programmation culturelle, bien évidemment. L'État fait le choix de quitter ces EPCC. Je pense que nous pourrions éventuellement poser la question à Monsieur le Préfet la semaine prochaine. Nous aurions une bien meilleure réponse que celle que nous pouvons vous apporter, si ce n'est que pour avoir assisté au dernier conseil d'administration de cette EPCC, l'État a été très succinct dans sa réponse, si ce n'est de ne plus vouloir faire partie de cette EPCC. Voilà, merci Monsieur le Président. La parole à la rapporteure. Oui. Alors d'abord, c'est évidemment l'État qui répondra mieux que moi à la question qui est posée, mais ce que je voudrais préciser, à la gestion courante d'un EPCC, et c'est un positionnement qui est pris partout, mais il ne s'agit pas de ne plus s'intéresser à ce qui se passe dans cet établissement, et l'État maintient ses financements sur les actions. Donc on est sur deux choses complètement différentes qu'il ne faut pas associer l'une à l'autre. Et donc, d'autre part, il est bien évident que quand nous intervenons dans les structures et quand nous intervenons auprès, par exemple, des conventions que nous serons amenés à passer avec Saint-Herblain autour de cette nouvelle situation, nous intervenons toujours avec une forme de cahier des charges, c'est-à-dire que quand on y vient, on ne vient pas pour faire beau et pour dire c'est le département qui est là. On y vient parce qu'on essaie de travailler des objectifs communs et que chacun puisse s'y retrouver. Donc chacun apporte un peu ses politiques et voit comment il va contribuer pour faire en sorte que nos politiques se renforcent les unes les autres au lieu de simplement de se mettre à côté. Et donc, pour nous, il est bien évident qu'il ne s'agit pas de compenser où que ce soit des désengagements financiers de l'État qui pourraient exister. Nous portons nos politiques et nous essayons qu'elles soient prises en compte et en charge dans les meilleures conditions possibles en fonction des réalités de terrain. Et c'est pour ça qu'on est très attentif aux investissements et aux volontés politiques des communes et des intercommunalités pour travailler sur ces questions culturelles. Parce que nous savons très bien que les dynamismes du territoire, avec tous les axes, tout ce que ça contribue à former au niveau de la cohésion d'un territoire, eh bien, c'est quelque chose qui se construit à plusieurs. Merci. Voilà. Je propose de mettre au vote ce dossier. Le scrutin est ouvert. J'en profite pour saluer parmi nous la présence de M. Aurélien Chauvet, qui est le remplaçant de M. Samuel Landier. Le scrutin est clos.
Les résultats. Alors, un de chaque. Monsieur Landier, Monsieur Meunier ont omis de voter. Je considère que on est à 62 pour. Merci. Merci, Madame la Vice-présidente. Je demande à Madame Claire Tramier de venir présenter son dossier. Madame Claire Tramier. La parole à la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, il s'agit d'une délibération pour la création de places d'hébergement et d'accueil de jour en foyer de vie pour des jeunes relevant de l'amendement Creton. La prise en charge des personnes en situation de handicap, comme vous le savez, est un enjeu très fort pour le département. La création de places, pour mémoire, à la suite de l'adoption de la loi du 11 février 2005. En décembre 2005, une ordonnance est venue compléter cette loi qui permet aux jeunes qui atteignent l'âge limite d'un accueil dans un établissement pour enfants, à savoir en général 20 ans, de pouvoir être maintenus dans ces établissements dans l'attente d'avoir une place. En Loire-Atlantique, 30 jeunes en moyenne par an sont consentés vers des foyers de vie ou des foyers d'accueil médicalisés qui relèvent de la compétence départementale. 2/3 des jeunes concernés ont une orientation en foyer de vie. En Loire-Atlantique, 80% de ces jeunes sont accueillis dans des structures gérées par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, l'ADAPEI. Jusqu'à présent, les programmations et les créations de places en établissement ont été à ce jour, conformément au schéma directeur en faveur des personnes en situation de handicap, ont été dédiées prioritairement à ce public de jeunes qui atteignent 20 ans ou aux personnes en situation de handicap vieillissante, pour essayer de libérer des places en foyer de vie. Mais malgré ces créations de places, on s'aperçoit que le taux de rotation en foyer de vie est très faible. Donc si nous avons effectivement des moyens d'action au niveau du département, ils concernent exclusivement les jeunes qui ont une orientation foyer de vie. Puisque pour les foyers d'accueil médicalisés, nous exerçons la compétence conjointement avec l'État, avec l'Agence régionale de santé. Et donc, notre action en termes de création de places est contrainte et doit être inscrite au programme interdépartemental de l'accompagnement médico-social, un acronyme un peu PRIAC, un peu barbare. Donc, en 2014, une réflexion s'est engagée avec l'ADAPEI concernant donc 32 jeunes qui étaient en attente d'une place en foyer de vie. Le travail réalisé en concertation et en partenariat avec cette association a permis qu'une solution émerge. Donc, une solution peut être donc aujourd'hui proposée à 22 jeunes de 2 ordres, à la fois des places d'accueil de jour ou des places en foyer de vie, donc en internat. Donc, une solution en accueil de jour peut donc être offerte à court terme pour 11 jeunes, sans nécessité d'adaptation des locaux, avec des places supplémentaires qui sont réparties dans des structures déjà existantes, dans 6 établissements de l'agglomération nantaise d'Ancenis et de Sainte-Pazanne. Cette proposition de répondre aux besoins de ces jeunes par un accueil de jour
est importante parce que elle permet aux jeunes qui sortent d'un établissement pour enfants de se familiariser avec les structures pour adultes et de ne pas avoir une transition trop importante entre un établissement pour enfants et une entrée directement en internat, en foyer de vie directement avec des adultes. Donc au-delà effectivement de cette prise en charge qui est adaptée aux besoins d'une partie de ces jeunes, cela permet aussi de faire une économie puisque les coûts à la place sont moins importants en accueil de jour bien sûr qu'en IM. Mais bien sûr, cette solution en accueil de jour ne peut pas être proposée à l'ensemble des jeunes qui ont besoin d'un accueil au-delà de 20 ans. Il est donc aussi important de pouvoir proposer des places en internat, en foyer de vie. Donc il vous sera proposé là de créer 11 places d'hébergement en internat. Sont des places qui peuvent être créées rapidement par des extensions peu importantes d'établissements et qui donc ne sont pas soumis à une procédure d'appel à projet comme c'est le cas maintenant avec la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire qui conditionne en fait toutes les créations de places en établissements médico-sociaux à un appel à projet. Donc 11 places vont être créées, donc 5 places d'internat en foyer de vie à Carquefou qui vont pouvoir être ouvertes dès janvier 2016 et 6 places d'internat en foyer de vie au Leroux-Bottereau en janvier 2017 puisque quelques travaux d'aménagement sont nécessaires. Donc je vous propose donc d'inscrire à la programmation les créations de ces places en établissement. Donc 11 places d'accueil de jour portées par l'ADAPEI pour un coût annuel de fonctionnement évalué à 195 272 € et 11 places d'hébergement permanent au foyer de vie portées également par l'ADAPEI pour un coût annuel de fonctionnement de 503 582 €. Je vous remercie. Merci. La parole à Élisa Drion. Monsieur le Président, mes chers collègues, bien évidemment, le groupe des places en accueil de jour et 11 places en foyer de vie pour les jeunes relevant de l'amendement Creton. Cette décision est une bonne nouvelle. Malheureusement, elle est totalement insuffisante pour couvrir les besoins dans le domaine de l'accueil des personnes, et notamment des jeunes en situation de handicap. Il manque plus de 200 places en foyer de vie dans notre département. Les 11 places créées sont donc très loin de répondre aux besoins existants. Tout au long de la campagne, nous avons rencontré de nombreux acteurs du handicap et nous partageons ensemble un constat sur cette compétence obligatoire. Il est indispensable d'inscrire des budgets conséquents pour rattraper le retard, créer des places et assurer une bonne couverture du territoire. Bien sûr, le budget en faveur des personnes handicapées est important, nous ne le nions pas, mais à l'heure des choix sur cette compétence obligatoire qui est au cœur de nos missions de solidarité, il nous faut prioriser les actions. Nous n'avons eu de cesse de rappeler la nécessité absolue, dans un contexte de diminution de nos recettes dues au désengagement de l'État, de nous recentrer sur nos missions. Pour remplir pleinement nos missions et nos compétences, il faut faire des choix pour être en capacité d'augmenter sensiblement le budget handicap pour répondre aux besoins partout en Loire-Atlantique. Nous serons donc extrêmement vigilants pour que cette politique soit une priorité dans le prochain budget, car nous considérons que la politique du département dans ce domaine n'est pas à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. La parole à Fanny Salé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais juste rappeler que la loi du 13 janvier 1989, qui a posé ce principe de l'amendement Creton, posait un objectif humaniste, solidaire, pour éviter aux jeunes de 20 ans des ruptures dans leur parcours de vie et permettre ainsi aux familles d'avoir du temps pour trouver des solutions sur le plan de l'orientation de leurs jeunes adultes. Moi, je soulignerais fortement le rôle que notre collectivité départementale a pu jouer pour promouvoir des places dans les établissements dépendant de sa compétence, à savoir les établissements d'hébergement comme les foyers de vie, et permettre ainsi à un nombre croissant de jeunes de trouver des solutions d'orientation. Donc ce projet de création de places dédiées à ces jeunes en situation d'amendement Creton est un projet utile au département, utile aux citoyens et reflète bien la solidarité que notre département porte à l'égard de ces publics. J'insisterai par ailleurs sur le fait que le département est très vigilant pour garantir un parcours de vie fluide
et harmonieux pour les jeunes et les adultes en situation de handicap, en particulier par sa politique qui vise à abolir au maximum la situation des barrières d'âge, puisque la barrière d'âge des 20 ans est réelle en termes de sortie d'un établissement pour enfants pour être orienté vers le secteur des adultes. Et je soulignerai l'effort que la collectivité produit à l'égard des adultes de plus de 60 ans qui ont l'autorisation aussi de rester dans leur établissement d'hébergement et éviter ainsi une rupture dans leur parcours de vie. Et je souligne au final, avec beaucoup d'intérêt, que le département investit dans des structures innovantes et diversifiées, en particulier avec la promotion de structures qui accueillent de jour ces jeunes adultes, ce qui permet d'avoir des solutions multiples et variées et éviter l'institutionnalisation des adultes en situation de handicap. Myriam Bijard. Président, mesdames les élus. Donc, de faute de solutions d'hébergement adulte avec l'amendement Croton des jeunes de plus de 20 ans en situation de handicap, ils peuvent donc rester dans des établissements pour enfants, dans les instituts médico-éducatifs. Mais cette mesure est loin d'être idéale, car ces structures ne correspondent plus aux besoins de ces jeunes adultes. Donc, par cette volonté donc, de créer 22 places en foyer de vie pour ces jeunes, le département souhaite permettre à chacun d'être accompagné par un dispositif adapté et agit pour mettre en place des solutions d'accueil et d'accompagnement diversifiées et de proximité. Je voudrais également donc rappeler que le département, au travers de la maison départementale des personnes handicapées, a souhaité donc mieux informer les usagers sur les dispositifs existants. C'est un lieu d'accueil et d'information et cette structure, en lien avec les CLIC, propose un accompagnement personnalisé dans la recherche d'hébergement, en particulier pour ces jeunes adultes handicapés et une écoute pour les familles. Donc je soutiens donc cette création et je souligne également donc cette politique volontariste mise en place par le département. La personne en situation de handicap est donc placée au cœur du dispositif. Parole à Liliane Jean. Arrête d'appuyer sur ce bouton. Ne touche à rien, ne touche à rien. Juste pour vous signaler, Monsieur le Président, que je ne participerai pas au vote. Merci. La parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on peut toujours dire que l'on n'en fait pas assez. C'est sûr que la politique en faveur des personnes en situation de handicap est une compétence très importante du département. Je voudrais quand même rappeler par rapport à cette question du retard que depuis 2004, 1000 places ont été créées par le département sur notre territoire de Loire-Atlantique, que dans le cadre du schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap, il reste encore des places à créer. 118 places en établissement sont prévues sur les années 2015-2017 et 83 places en service sur les mêmes années. Donc là, il s'agit effectivement de création de 22 places pour un public spécifique qui sont les jeunes de plus de 20 ans qui n'ont pas de solution, qui bénéficient de l'amendement Creton, mais bien évidemment, la politique ne s'arrête pas là. Et je voudrais juste ajouter également que le schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap, le plan d'action se termine en 2016 et que donc dès l'automne 2015, je vais m'attacher à consulter pour construire le prochain schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'échanger notamment au sein de la commission sur ce prochain schéma directeur départemental. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats
unanimité, Madame Jean ne participant pas au vote. Merci Claire. La parole, je demande maintenant à Monsieur Freddy Hervauchon de venir présenter les deux derniers dossiers de l'après-midi. La parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je vais donc vous présenter donc la proposition, donc si la projection peut être faite sur donc l'adoption des statuts et le principe d'adhésion du département de Loire-Atlantique pour le futur syndicat mixte de portage du schéma d'aménagement de gestion des eaux de l'estuaire. Ah, excusez-moi, donc c'est... Voilà. Excusez-moi pour la logistique. Voilà, merci. Voilà, donc ce que je vous disais, adoption des statuts et principes d'adhésion. Donc, le contexte de ce dossier, d'abord, le SAGE, c'est un document d'orientation et de planification de gestion des eaux qui fixe les enjeux et les dispositions dans le domaine de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle du... Et la clé, la commission locale de l'eau, qui est l'instance de gouvernance, a été portée par le GIP, Loire-Estuaire. Or, la loi Warsmann ne permet plus le portage du SAGE par le GIP. En se portant membre fondateur du futur syndicat mixte de la Loire-Aval, pour le portage du SAGE estuaire, le département confirme son ambition de préserver les équilibres territoriaux. D'une part, avec la conservation du niveau de proximité essentiel dans le domaine des enjeux et de prise en compte des politiques de l'eau, et également équilibres territoriaux à travers la clarification de la gouvernance de l'eau en regroupant dans une même structure l'ensemble des collectivités siégeant à la commission locale de l'eau. Alors, pour illustrer ce futur syndicat, je vais vous projeter une carte. Donc, vous voyez donc le périmètre de ce futur syndicat Loire-Aval, c'est 3844 km². C'est 175 communes, dont 152 en Loire-Atlantique. Sa délimitation ne respecte pas les contours administratifs puisque la délimitation respecte les contours du bassin hydrographique. Donc, il intègre effectivement la Loire sur sa partie aval ainsi que ses affluents. L'objet de ce syndicat, donc derrière ces 175 communes, vous avez 19 EPCI potentiellement adhérents à ce futur syndicat. L'objet de ce syndicat, c'est de concourir à la gestion équilibrée de l'eau, de porter le secrétariat de la commission locale de l'eau et de mettre en œuvre et s'assurer la mise en œuvre de ce futur schéma. Donc, il aura pour mission principale l'animation de cette clé, la mise en œuvre et la révision du schéma d'aménagement de gestion de l'eau de l'estuaire, l'ensemble des actions de communication, de sensibilisation et d'information, ainsi que la cellule d'assistance technique au milieu aquatique. Ce sont donc une cellule opérationnelle pour mettre en œuvre des opérations dans le domaine des milieux aquatiques. Vous dire enfin que ce comité syndical, je vous l'ai dit, a été donc couvert par 19 EPCI, le département de Loire-Atlantique en étant potentiellement membre, constitué de 22 délégués détenant au total 38 voix délibératives, dont 2 délégués du département détenant au total 6 voix délibératives. Le bureau serait constitué de 12 membres, dont le président et 2 vice-présidents. C'est une structure qui compte donc 6 personnes, soit 5,6 équivalents ETP. Merci de votre attention.
La parole à Lydia Ménien. Le canton de Montoire-Saint-Nazaire que je représente couvre une partie du parc naturel régional de la Brière. Ces marais, comme vous le savez, tirent leur spécificité de leur localisation entre l'estuaire et le littoral. Ils constituent un élément essentiel de l'équilibre hydraulique global de l'ouest du département. La ressource aquatique est par conséquent un enjeu majeur dans la préservation de ce site. Avec ce futur syndicat mixte, je me félicite de la création d'un outil dimensionné pour agir au plus près de ce territoire. Merci. La parole à Yannick Horry. Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques sur cette délibération. Donc, tout d'abord, on est plutôt aujourd'hui dans le cadre de la rationalisation de la coopération intercommunale vers des suppressions de syndicats que vers des créations. Enfin, dans le cas présent, donc il fallait trouver une structure porteuse et c'est cette solution qui a été adoptée. Les chiffres, il est précisé que le budget prévisionnel estime que pour 5,6 équivalents temps plein, la dépense sera de 420 000 euros. Bon, c'est hors des ratios habituellement utilisés pour estimer donc les charges de personnel. Là, on est à 75 000 euros par personne. Bon, même si on intègre quelques dépenses de structure, ce budget me semble construit avec des chiffres augmentés. Ensuite, il est indiqué que le département aura une contribution forfaitaire de 60 000 euros par an, montant inférieur à celui versé actuellement au budget du GIP. Il faut expliquer les raisons. C'est qu'avant les EPCI, il est précisé qu'il n'enlève rien à l'importance de l'enjeu, hein, mais c'est une nouvelle dépense. Hein, bon, j'ai fait les estimations pour notre EPCI, c'est une nouvelle dépense. Merci. La parole à Claire Tramier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, notre département se caractérise par la forte présence de sa ressource aquatique, les marais, les lacs, l'estuaire, le littoral. Ça en fait sa singularité, mais aussi sa fragilité. Et ça impose bien sûr à la collectivité la mise en place d'une gouvernance plus locale. Aujourd'hui, nous devons gérer de manière équilibrée et durable la ressource en eau, mais également les milieux aquatiques du bassin versant de l'estuaire de la Loire. Il s'agit de concrétiser la mise en œuvre d'un développement raisonné de nos territoires soumis à la forte pression urbaine. Pour mon canton et particulièrement ma commune, vous savez que je suis élue de Lavaux-sur-Loire, qui a donc une très grande partie de son territoire sur le bord de l'estuaire et composé de marais. Le SAGE a à répondre de la préservation de ces prairies humides constitutives d'un écosystème essentiel à la diversité estuarienne. Parce que ce nouveau syndicat s'inscrit dans un rapport de proximité, il constitue réellement un outil adapté qui répond à la fois aux évolutions réglementaires et aussi aux enjeux majeurs pour l'avenir de notre département. Je vous remercie. La parole au rapporteur. Oui, Monsieur le Président, donc deux questions ont été posées sur lesquelles je vais apporter des réponses. D'abord, bon, il y a les ratios personnels, il faut se méfier de ces ratios. Alors, je rappelle quand même qu'on a du personnel de haut niveau pour réaliser ce type de mission, et dans ces charges sont inclus des études. Vous savez que ce type d'éléments permet quand même d'allumer. Au niveau des structures, vous avez là. Au niveau des actions, vous avez aussi la cellule Aster qui est en lien avec ces éléments-là. Donc on a aussi quand même des éléments qui permettent de justifier effectivement des ratios d'un personnel hautement qualifié. Pour ce qui concerne les nouvelles dépenses, qui était l'élément qui a attiré, non. Aujourd'hui, on peut dire que le GIP s'est substitué aux EPCI. C'est une mission qui relève des EPCI. Bon, effectivement, en créant ce syndicat mixte, nous ne créons pas une nouvelle dépense. Nous régularisons en quelque sorte une mission qui, par ailleurs, sont assumées dans les autres syndicats par les EPCI. Donc, je crois qu'il faut aussi rappeler ces éléments. D'ailleurs,
La loi qui est en préparation prévoit, notamment la loi GEMAPI, que les EPCI aient à terme cette compétence. Donc je dirais qu'on est effectivement tout à fait dans des éléments tout à fait dans le sens de la volonté du législateur. Voilà ce que je voulais apporter en termes de précision. Merci. Pardon. Monsieur Ry, c'est pour une explication de vote ? Oui, une toute petite précision. Les actions sont distinguées, elles s'élèvent à 140 000 euros. C'est page 162. Donc les actions, c'est 140 000 euros. 420 000 euros sont les charges de personnel et de structure. Et faites-moi confiance, c'est une dépense nouvelle pour les EPCI. Bien, qui ne cotisaient pas Monsieur avant. Horry, vous n'avez plus la parole. Non, vous pouvez parler après le rapporteur sur une explication de vote, pas pour argumenter à nouveau sur une dépense certes nouvelle, mais que les collectivités, Nantes Métropole et la Carène, ont supporté durant toutes ces dernières années pour pour le compte de nombreuses collectivités qui n'avaient pas contribué, qui auraient dû contribuer à cette politique importante de l'eau. Donc ce n'est qu'un retour naturel à ce qui aurait dû être, et ainsi que la création d'usage. Et s'agissant des charges de personnel, elles sont de l'ordre de 300 000 euros, mais nous vous en donnerons le détail, puisque dans l'enveloppe qui est citée, c'est les frais de personnel, la masse salariale, plus les frais de gestion. Et croyez-moi, en tant que président du GIP Loire-Estuaire, je sais que ces personnels sont de qualité. Il n'y aura pas de création de postes supplémentaires pour assumer cette fonction. Et il est juste d'ailleurs que non seulement des intercommunalités, mais aussi d'autres départements, comme le Maine-et-Loire. Bien, donc je mets aux voix cette délibération. Le Maine-et-Loire a toujours été géré par la même sensibilité politique dans toute l'histoire du Maine-et-Loire. Alors le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité. Merci. Dossier suivant. La parole au rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, les payants. Donc, en préalable, je tenais à préciser que l'objet, c'est de présenter un rapport d'activité pour vous tenir informé de la mise en œuvre de la délégation de compétences du droit de préemption à Monsieur le Président du Conseil départemental. Cette délégation a été votée lors de la décision modificative du budget primitif 2014 en avril 2014. C'est l'occasion de vous présenter, au-delà de ce bilan de cette délégation, un rappel de l'intérêt d'un tel dispositif qui avait été initié et géré par mon prédécesseur Hervé Baucher, que je salue, et donc l'occasion aussi je l'espère, de faire un peu de pédagogie autour de ce dispositif innovant et nouveau. Alors le PAN, qu'est-ce que c'est ? C'est donc d'abord un périmètre de protection de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Il a été instauré par la loi relative au développement des territoires ruraux, la loi DTR de février 2005. Et finalement, donc, un PAN, c'est un peu une équation, c'est égal un périmètre plus un plan d'action. Les PAN Loire-Atlantique, pourquoi ? D'abord, vous le savez, 12 500 habitants par an, un territoire attractif, donc une nécessité de lutter contre l'étalement urbain, de conforter cette tendance observée de la baisse de l'artificialisation des sols, grâce notamment à l'ensemble des politiques menées par les collectivités dans le domaine de l'urbanisme, beaucoup plus précautionneux au niveau de l'étalement urbain.
amplifier notre politique départementale en faveur des espaces naturels. Je vous rappelle que le Péan est un outil d'intervention foncière complémentaire à notre action globale dans la protection des espaces naturels, avec une zone de préemption de 37 000 hectares et une valorisation de plus de 5 800 hectares, dont 2 600 hectares dans l'estuaire de la Loire que nous a confié le Conservatoire du littoral. Enfin, pourquoi des Péans? C'est une gestion volontariste avec un objectif clair de maintien et de confortement de l'agriculture périurbaine. Alors, des Péans où? La création des Péans en avril, vote sur les périmètres en décembre 2013 et des plans d'action en avril 2014. Nous avons donc trois Péans que vous voyez. Le premier, il s'agit donc du Péan des Trois-Vallées, le plus important, 17 320 hectares. Le Péan de Saint-Nazaire Nord, 880 hectares. Et le Péan Guérand de la Turballe, 1720 hectares. L'ensemble fait environ 20 000 hectares. Donc il faut y souligner quand même que le Péan des Trois-Vallées est le plus grand Péan de France. Alors, pour vous illustrer les enjeux de cette politique, trois photos qui résument bien l'enjeu de ce dispositif et le caractère innovant des Péans. D'abord, la pression urbaine, photo de bas en gauche, pression urbaine, littorale, mais pas seulement, périurbain au niveau des grandes agglomérations, avec toute cette problématique du grignotage de l'urbanisation sur les terres agricoles, problème de ce qu'on appelle la cabanisation, c'est-à-dire un transfert d'usage du foncier vers de l'usage de loisirs, et puis la photo à droite, une friche, on laisse partir effectivement des terrains en friche par rapport à de ramener ces parcelles en friche en agriculture. Alors, en quoi ce dispositif est innovant? D'abord, c'est un outil hybride, à la fois un outil urbanistique et un outil environnemental. Un outil urbanistique parce qu'il permet de consolider la protection des espaces déjà protégés dans les PLU par nos collectivités. Et c'est un outil environnemental de gestion de l'espace en mettant en place des moyens et des actions dynamiques dans ces périmètres. Il est innovant aussi également dans son mode de gouvernance. Le département est promu collectivité pivot dans le cadre de compétences partagées dans ce dispositif, en accord avec les communes sur les périmètres, avec un avis des chambres d'agriculture et des EPCI. Le pilotage est partagé. Nous avons certains Péans qui sont pilotés par les EPCI, notamment Cap Atlantique, pour ne citer que le Péan Turballe-la-Guérande. La force des Péans, vous l'avez compris, c'est d'abord la garantie à très long terme de la destination agricole des terres, avec notamment des dispositifs où lorsqu'on doit réduire le périmètre d'un Péan, cela nécessite un passage en décret interministériel. Donc vous voyez bien qu'on a une protection vraiment supplémentaire et supra par rapport aux protections des documents d'urbanisme locaux. La maîtrise foncière par le biais du droit de préemption du conseil départemental qui en est titulaire, et c'est également des dispositifs support de projets de territoire agricole permettant des investissements et des exploitations agricoles grâce notamment à cette garantie à long terme. Lorsqu'on garantit à long terme des terres en agriculture, nos agriculteurs peuvent se projeter et faire des projets d'ailleurs innovants aux portes de métropoles, aux portes de pôles urbains majeurs, notamment en favorisant une agriculture avec des circuits courts, production et consommateurs étant très proches. Voilà. Finalement, le bilan, l'objet de la délibération, ce bilan de mise en œuvre est très positif. Mise en place des comités de pilotage, animation effective sur le terrain, identification des actions propres à chaque Péan avec tous les acteurs, la mise en œuvre de ce dispositif de préemption qui est quand même un dispositif centré sur un outil foncier, 217 déclarations d'intention d'aliéner qui nous permet d'avoir une vigilance sur l'usage foncier à l'intérieur de ces périmètres. 3 décisions de préemption sont intervenues en 2014. 2 décisions ont été mises en œuvre. Une à Saint-Nazaire pour un terrain de loisirs qui a été réaffecté à l'agriculture grâce à ce droit de préemption. Et à La Chapelle-sur-Erdre, reprise d'un siège d'exploitation d'un terrain attenant avec une opération de redémarrage d'exploitation pilotée par la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Enfin, je voulais vous donner 2 grandes perspectives que j'envisage au niveau de cette politique. D'abord, l'extension du Péan, du coteau guérandais et du plateau turbalais aux communes de Piriac-sur-Mer et Bas-sur-Mer. C'est une demande
importante et forte exprimée par ces deux maires, et nous y allons donner une action favorable pour aller vers cette extension. Et enfin, une réflexion pour les nouveaux payants en zone estuarienne et en zone rétro-littorale qui faisaient partie de notre programme électoral où nous étions engagés à étendre ce dispositif. Merci de votre attention. La parole à Jean-Luc Beignet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Alors bien évidemment, je ne mettrai pas du tout en cause le payant. En son temps, je l'ai voté. C'est un outil effectivement de gestion du territoire et qui permet donc au monde agricole d'avoir une pérennité sur leur outil de travail. Cependant, donc, lorsque les payants ont été votés, ils ont été votés souvent dans une globalité. Et il s'avère, lorsqu'on regarde au détail, que certains sièges d'exploitation qui ne le sont plus depuis maintes et maintes années, moi j'ai le cas sur mon territoire à ce jour, depuis plus de 20 ans, et cependant, donc, ceux-ci ont été mis en zone agricole, et donc il n'y a aucun moyen de les rénover. Et donc la question, elle est très technique. Est-ce que c'est vraiment très difficile et quelle est votre position, Monsieur le Vice-président, là-dessus? Est-ce qu'à un moment donné, donc, on peut faire évoluer le PLU et donc dans le cadre du payant pour que ces sièges d'exploitation puissent être réhabilités, rénovés et puissent devenir effectivement de l'habitat, alors qu'actuellement, ils restent en dégradation et ils vont tomber en ruine si rien n'est fait. Voilà, merci pour votre réponse. La parole à Erwan Bouvet. Monsieur le Président, mes chers collègues, je devrais avoir une déclaration un peu plus positive que précédemment, donc M. Boulot va s'ennuyer sûrement après, mais tant pis. Dans la délibération qui vient de nous être présentée est originale, car elle permet d'aider de jeunes exploitants qui se lancent dans l'agriculture de proximité en plein milieu de l'agglomération nantaise. Pour ces jeunes, la difficulté, bien sûr, est de trouver des terres, mais surtout un logement dans des communes où les loyers sont très élevés. En quelque sorte, la commune de La Chapelle-sur-Erdre lance, comme cela se fait depuis longtemps pour les PME, une sorte de pépinière d'exploitation agricole pour aider des jeunes à démarrer et à vérifier la viabilité de leur projet. L'aide du département et de l'agence foncière a donc été déterminante, car il sera intéressant de connaître d'ici quelques années si l'expérience est concluante ou non. Merci. Parole à Anaïk Cotonec. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, donc je voulais simplement souligner sur le P1 de Saint-Nazaire le rôle important de l'association locale d'agriculture La Graine, que le Président connaît par ailleurs très bien, et qui en fait ce rôle qui a une réelle ambition pour développer des actions dans le cadre d'une agriculture en proximité de la ville. Et je crois que le fait qu'on ait une volonté politique globale, que ce soit de l'association, de la Carène qui a ce programme d'animation et du département que nous avons pu, et j'ai fait partie des conseillers généraux qui ont pu voter le P1 en 2013, le périmètre et le plan d'action. Je crois que cette double mission de périmètre et aussi de plan d'action est extrêmement importante et c'est bien cela qu'il faut réellement soutenir. Et je dirais aussi, je voulais aussi saluer Hervé Vaucher, présent dans la salle, pour dire que ce matin, on développait le réseau numérique d'un côté, le réseau numérique donc dans le rural, d'une part, ça c'était ce qu'on développait ce matin, et cet après-midi, on développe l'agriculture et la campagne dans la ville. Et donc c'est bien tout le sens de l'équilibre du territoire que l'on veut développer. Parole à Chantal Brière. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le P1 du Coteau-Guérandais et du plateau Turbalet a été approuvé donc fin 2013, comme les deux autres P1 d'ailleurs. Donc avec Hervé Baucher et Cap Atlantique, nous y avons travaillé donc activement à sa mise en œuvre et définition des programmes d'action. Depuis, donc, nous avons eu à 2 reprises des demandes d'intervention sur des DIA et sur le plateau, donc sur le Coteau-Guérandais, sur des parcelles de 5 hectares, donc qui étaient quand même importantes. Le conseil départemental n'a pu acter ces préemptions du fait que ces parcelles étaient également situées en espace naturel sensible. Alors Cap Atlantique est alors intervenu pour ces 2 cas en demande de préemption avec révision de prix auprès de la SAFER, mais qui n'ont pu aboutir puisque les propriétaires ayant retiré les biens de la vente.
Concernant la révision du périmètre ENS sur le coteau guérandais, le conseil départemental a délibéré en décembre 2014. La révision est devenue exécutoire, je pense que c'est en avril 2015. Je formule le vœu que maintenant le département, donc et le groupe majoritaire, continue à manifester son intérêt et son soutien pour les payants en assurant les acquisitions, donc soit par préemption, soit ou à l'amiable, en prévoyant une enveloppe financière suffisante pour conduire une politique active d'aménagement foncier qui permette à terme un renouveau agricole sur ces territoires bien souvent convoités par d'autres occupations que l'agriculture. Je vous remercie. La parole à Bernard Lebeau. Merci, Monsieur le Président. La Loire-Atlantique, avec plus de 1,3 million habitants, accueillant plus de 12 500 par an, l'action du Conseil départemental est primordiale pour que l'urbanisation en Loire-Atlantique ne se fasse pas au détriment des terres agricoles. Donc la mise en place des 3 périmètres de protection des espaces agricoles et naturels est donc une réponse puissante aux positions d'attente spéculative des propriétaires et au phénomène de mitage des espaces agricoles périurbains. C'est un petit peu, je ne voudrais pas répondre à M. Beignet, mais bien évidemment, il peut y avoir des sièges d'exploitation qui sont plutôt en déshérence depuis un moment, mais moi j'invite les maires de chaque commune de faire bien attention au changement de destination de ces fermes ou de ces corps de ferme, puisque ça peut être... Jean-Luc Beignet. Oui, merci. Donc, juste en réponse à mon collègue là tout à l'heure, bien évidemment, la demande que je peux formuler, savoir quel est le positionnement du département sur le sujet, c'est fait aussi de concert avec le monde agricole. Bien sûr, on n'ôte pas un siège d'exploitation comme cela au niveau des élus uniquement. C'est fait en concertation, avec dialogue au niveau du monde agricole, et c'est de concert que ce siège d'exploitation, entre autres, celui que je peux avoir en tête, ne retournera pas au monde agricole. Voilà, c'est cette précision que je voulais apporter. Merci. La parole au rapporteur. Oui, merci de ces réflexions. Effectivement, c'est des questions qui relèvent peut-être plus de questions en commission sur des points particuliers. Si je me trompe, le plan d'action prévoit notamment des dispositions, mais c'est vrai que l'objectif premier quand même de nos payants, c'est, on l'est tous d'accord, la confortation du monde agricole, la confortation des sièges d'exploitation pour éviter des départs. Mais bon, au cas par cas, il peut y avoir effectivement des cas particuliers. Ce n'est pas l'objet de la session, mais on doit étudier, et l'objectif de cette gouvernance partagée nous permet de gérer des situations par moment au cas par cas, en lien avec le monde agricole, pour décider par moment effectivement de solutions. Mais ce n'est pas, je dirais, le volet principal de la politique payant, qui est évidemment à travers des outils d'intervention foncière, mais à travers aussi des plans d'action favorisés. Effectivement, je peux vous rassurer, notre volonté est claire sur cette politique. Pour preuve, on souhaite étendre des périmètres, et nous souhaitons également créer de nouveaux périmètres, avec derrière une volonté aussi d'approfondir ces plans d'action. On a évoqué des situations particulières, mais je souhaite aussi que ces plans d'action regardent de plus près toutes les actions par rapport à des actions de prise en compte plus importantes au niveau environnemental, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on doit conforter une agriculture avec un axe qui permet aussi d'être respectueux de l'environnement et d'aller encore un peu plus loin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité. Nous pouvons ajouter la voix de M. Douau. Accordé. Bien, je vous remercie. Très exceptionnellement, nous en avons terminé exceptionnellement au regard de l'heure. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. À 9h, pour les membres de la commission des vœux,
salle Anne de Bretagne, sous la présidence de Monsieur Michel Ménard. Merci et à demain.